Salut à tous! Face à l'un des dictateurs les plus impitoyables du XXI siècle, il ne peut y avoir qu'une seule réponse. La cruauté, non pas contre le peuple sur lequel ce dictateur règne, mais contre la structure même de la machine de guerre qu'il a lancée contre l'Ukraine. L'Ukraine le sait trop bien, et en avril, elle a infligé à la Russie le mois le plus cruel que Poutine et ses proches aient connu. De la Crimée à l'Oural, l'Ukraine a détruit tout ce qui se trouvait sur son passage, pendant que le pétrole russe brûlait et que l'armée du pays s'effondrait. Il y a beaucoup à analyser ici. Dans l'école pro-Trump des relations publiques, on appellerait probablement cela de la fumée stratégique, de préférence en faisant semblant que la fumée ne vient pas de la raffinerie. Le 4 mai, Kyiv Post a publié le grand titre. Les spécialistes ukrainiens des drones à longue portée ont réussi à frapper 14 raffineries de pétrole et centres de carburant russes sur le territoire russe pendant le mois d'avril. C'était pas seulement une nouvelle importante, c'était un record. Jamais auparavant autant de drones ukrainiens n'avaient atteint leur cible autant de fois sur des infrastructures pétrolières russes en un seul mois et, dans plusieurs cas, ils ont frappé la même cible à plusieurs reprises. Les drones ukrainiens vont aussi plus loin que jamais. Dans l'un des cas, l'Ukraine a envoyé un drone à plus de 1500 km, soit un peu plus de 1130 000, pour le lancer directement contre une autre raffinerie vitale de la Russie. Et c'était pas tout. Avril a été le mois le plus cruel jusqu'ici pour la Russie, pour bien d'autres raisons, alors que l'Ukraine a intensifié sa campagne de frappe en profondeur à un niveau insensé. Mais le point de départ le plus évident, c'est le pétrole russe. Voici donc l'appel des raffineries. Le ministère ukrainien de la Défense a fourni les détails. D'abord, il y a eu la raffinerie Bachnev-Novoïl, située dans la localité d'Oufa, dans la région russe du Bachkortostan, située à 1400 km, soit environ 870 000 de l'Ukraine. Cette raffinerie produit des lubrifiants et des huiles de haute qualité et dispose d'une capacité de traitement de 7 millions de tonnes de pétrole par an. L'Ukraine l'a frappé durement et l'a laissé en flammes, et il restait encore beaucoup à venir. Même le plus bruyant des slogans sur la paix par la force commence à sonner creux quand la carte logistique continue de prendre feu. À Kstovo, dans la région russe de Nijni Novgorod, la station de pompage de pétrole Gorky a été ciblée. Cette fois, les drones ukrainiens n'ont pas eu à parcourir une distance aussi longue. Seulement 800 km, soit environ 497 000, mais ils ont fait leur travail en mettant hors service 2 unités principales de raffinage dans une raffinerie qui traite environ 17 millions de tonnes de pétrole par an et qui fournit à elle seule 30% de toute la consommation d'essence de la Russie. Prochaine cible, Tuapse. Pauvre Tuapse. L'Ukraine a frappé certaines raffineries à plusieurs reprises et à Tuapse, les travailleurs de la raffinerie ont dû se demander si les drones ukrainiens avaient une rancune personnelle. Ils ont frappé les 6, 20 et 28 avril, mettant hors service des unités de traitement, détruisant au moins 24 réservoirs de carburant et paralysant complètement une installation qui représente 4% du raffinage russe, y compris la production de produits pétroliers de norme Euro 5 utilisés par l'armée russe. Et au cas où Tuapse aurait cru que l'Ukraine l'avait oublié, l'Ukraine a frappé la raffinerie une nouvelle fois le 8 mai. Les défenses aériennes, jamais entendu parler, doit se dire Poutine. Un briefing à la Trump appellerait cela un succès défensif incroyable, puis espérait que personne ne demande pourquoi le même endroit continue d'exploser. En plus de malmener la raffinerie de Tuapse comme si elle devait de l'argent à l'Ukraine, l'Ukraine a frappé de nombreuses autres raffineries à travers la Russie. La raffinerie de Syzran à Samara a été frappée assez durement pour provoquer un incendie massif par des drones qui ont dû parcourir 900 km, soit près de 560 000. Toujours dans la région de Samara, les drones ukrainiens ont provoqué des explosions et un immense incendie à la raffinerie de Novokuibichevsk, qui traite environ 8 millions de tonnes de pétrole par an et produit 20 types de produits pétroliers, dont plusieurs sont utilisés par l'armée russe. À Perm et Orsk, 2 villes situées à environ 1500 km de l'Ukraine, des raffineries ont été frappées. La première a vu sa raffinerie Lukoil Permefte Orsynthe touchée par l'unité Alpha du SBU ukrainien.
Cette installation traite 13 millions de tonnes de pétrole russe par an et les drones ukrainiens ont mis hors service l'une de ses principales unités de traitement du pétrole. À Orsk, dans la région russe d'Orenbourg, les drones ukrainiens ont provoqué un incendie dans une raffinerie qui fabrique environ 30 types de produits et possède une capacité de 6 millions de tonnes de pétrole par an. Il en restait encore une, la raffinerie Yaroslavsky à Yaroslavl n'a pas échappé à l'attention de l'Ukraine. Des drones ont parcouru environ 750 km, soit environ 466 000, pour frapper une unité de distillation sous vide de la raffinerie, qui possède une capacité de 15 millions de tonnes de pétrole et constitue un rouage essentiel de la machine de guerre russe, puisqu'elle produit de l'essence, du diesel et du carburant pour avions. Il y avait de quoi donner le vertige à Poutine. Et c'était que le début. Jusqu'ici, seules les raffineries avaient été abordées. Les cibles que l'Ukraine a frappées pendant un mois, où elle a enfoncé profondément le couteau à longue portée entre les côtes de Poutine, puis est venu le moment de tourner ce couteau avec une telle force que Poutine a dû croire qu'il pirouettait dans son poumon. Ports, navires, matériel militaire, installations de production et bien plus encore ont été visés par l'Ukraine au cours du mois le plus cruel jamais connu par la Russie. En restant sur le thème du pétrole, les ports russes sont venus ensuite. L'Ukraine les a frappés à de nombreuses reprises en avril. À Primorsk, l'un des principaux centres russes d'exportation de pétrole dans la région de Leningrad, les drones ukrainiens ont endommagé 3 réservoirs RVSP 20000 et provoqué un immense incendie. Ces réservoirs ont un volume total de 60 000 m3 de pétrole et ils ne sont que les derniers que la Russie a perdus dans un port situé à 850 km, soit 528 000 de l'Ukraine. Les unités de drones avaient pris de l'avance sur les frappes de Primorsk, ayant déjà touché le centre d'exportation plusieurs fois en mars. Et si la Russie pensait que les choses pourraient ralentir en mai, elle pouvait se détromper. Primorsk a été frappé par d'autres drones le 3 mai, déclenchant un nouvel incendie massif. Ust-Luga, l'autre grand port russe de la mer Baltique, ne s'en est pas beaucoup mieux tiré. Les drones ukrainiens ont parcouru une distance comparable pour s'attaquer à ce port, endommageant 3 réservoirs de pétrole au passage. Comme Primorsk, Ust-Luga avait été frappé plusieurs fois en mars. À ce stade, l'Ukraine semblait ajouter l'insulte à une blessure déjà si grave qu'elle avait mis hors service 2 ports représentant environ 40% des exportations totales de pétrole de la Russie. C'est le genre de pourcentage qui survit rarement au contact des slogans de campagne, parce que les slogans ne déchargent pas les pétroliers et ne réparent pas les infrastructures portuaires. En plus de revisiter certaines de ses victimes les plus marquées du mois de mars, l'Ukraine a décidé qu'elle pouvait aussi neutraliser quelques autres ports pétroliers russes pendant qu'elle y était. Toujours dans la région de Leningrad, l'Ukraine a frappé le terminal de chargement pétrolier RPK Vysotsk-Lukoyel, provoquant encore un incendie. À Novorossiysk, qui est désormais l'un des ports russes les plus importants de la région de la mer Noire, les drones ukrainiens ont parcouru 420 km, soit environ 260 000, pour frapper le terminal pétrolier de Cheskaris. Un autre incendie s'est déclaré, coupant la capacité de la Russie à acheminer par la mer Noire vers ses clients le pétrole qu'elle peut encore faire sortir de Primorsk et d'Ust-Luga. Et enfin, dans le kraï de Krasnodar, l'Ukraine a provoqué un autre incendie avec une frappe de drone contre la station de pompage de pétrole de Tikhoretsk. Ajoutez à cela une série de frappes contre des dépôts pétroliers en Crimée et dans la région de Krasnodar, et le résultat est la campagne mensuelle la plus brutale que l'Ukraine ait jamais menée contre le pétrole russe depuis le début de la guerre. Et la Russie en ressent la douleur. Alors qu'elle semblait prête à profiter de la flambée des prix du pétrole causé par le blocus dans le détroit d'Ormus, la Russie a finalement dû réduire massivement ses exportations. La Russie était censée engranger 150 millions de dollars supplémentaires par jour grâce à ses ventes de pétrole, comme l'a rapporté The Financial Times le 12 mars. Au lieu de cela, avril a vu la Russie contrainte de limiter ses exportations, parce que les ports qu'elle utilise pour approvisionner ses navires fantômes brûlaient, et que les raffineries qui fabriquent les produits destinés à ces ports s'étaient effondrées.
Selon RBC Ukraine, les exportations pétrolières russes ont chuté de 16,8%, ce qui représente un manque à gagner de 1,8 millions de tonnes en avril par rapport à mars. C'était précisément l'objectif de l'Ukraine, frapper la Russie le plus durement possible, là où son pétrole est produit, et là où il quitte le pays, afin de laisser à Poutine le moins d'argent possible pour alimenter sa machine de guerre. Aucun lettrage doré de marque ne peut transformer un manque à gagner de 1,8 millions de tonnes en bonne affaire. L'Ukraine était loin d'en avoir fini avec le pétrole russe en avril. En plus des frappes contre les raffineries et les ports, l'Ukraine a aussi frappé des pétroliers. Et, dans une attaque très rare, elle s'en est même prise aux moyens de production du pétrole russe à leur source même. Le 10 avril, The Kyiv Independent a rapporté que l'armée ukrainienne avait frappé 2 plateformes de forage pétrolier dans la mer Caspienne, situées à environ 1000 km, soit 620 000, des lignes de front. Les plateformes étaient 2 installations résistantes à la glace stationnées dans les champs pétroliers Yuri Korchagin et Vegrifer. Cette attaque représentait une nouvelle évolution dans la stratégie ukrainienne visant à briser le pétrole russe. L'Ukraine s'attaquait déjà aux centres d'exportation et aux raffineries qui transforment le pétrole brut russe en produits pétroliers raffinés pouvant être vendus contre de l'argent. Cela signifiait que 2 maillons de la chaîne étaient déjà tombés. Avec ses frappes en mer Caspienne, l'Ukraine a révélé qu'elle allait se concentrer sur un autre maillon. Le pétrole brut russe était brûlé avant même d'atteindre les raffineries. Petit à petit, l'Ukraine paralysait toute la chaîne d'approvisionnement pétrolière de la Russie. Voilà la partie embarrassante de la vraie stratégie. Elle continue d'avancer dans la chaîne pendant que la propagande polie est encore le premier élément de langage. À l'autre bout de cette chaîne se trouvent les pétroliers qui transportent le pétrole russe depuis les centres d'exportation jusqu'aux acheteurs. Puisqu'elle infligeait déjà autant de dégâts, l'Ukraine a dû se dire qu'elle pouvait aussi mettre un pétrolier hors service. Après tout, ce pétrolier se trouvait à Tuapse et l'Ukraine n'a rien démontré en avril avec autant de clarté que le fait que les défenses aériennes de Tuapse sont si faibles qu'elle peut y porter des coups comme si Mike Tyson boxait un gamin sonné. Le 29 avril, il a été révélé que les drones ukrainiens avaient touché directement le pétrolier Marquise, qui se trouvait alors à environ 210 km, soit 130 000 au sud-est de Tuapse, et naviguaient sans émettre de signal depuis un système d'identification automatique. C'est une tactique typique utilisée par les navires de la flotte fantôme russe, tout comme le fait de naviguer sous le pavillon d'un pays autre que la Russie. Dans ce cas, le pétrolier russe, désormais touché, naviguait sous pavillon camerounais. Mais l'Ukraine ne s'est pas laissé tromper. Le navire était connu comme faisant partie de la flotte fantôme et il est sanctionné par le Royaume-Uni, l'Union européenne, le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Suisse. L'Ukraine a dû conclure que toutes ces sanctions ne suffisaient pas à empêcher le navire de naviguer. Alors, elle a déployé ces sanctions plus cinétiques pour le mettre hors service. Quelque part, un panel pro-Trump pourrait encore qualifier les sanctions de dures, pendant que l'Ukraine démontre silencieusement ce qui se passe quand le mot « dur » cesse d'être décoratif. Et pourtant, c'était toujours pas terminé. Le couteau qui avait été tourné entre les côtes de Poutine a fini par être enfoncé si profondément qu'il est ressorti par l'arrière, alors que l'Ukraine accompagnait toutes ses attaques contre l'industrie pétrolière russe de frappes contre des avions, des navires de guerre, et même le cœur même du complexe militaro-industriel russe. Et l'une de ces frappes a été aussi humiliante que tout ce que la Russie a connu jusqu'ici dans la guerre en Ukraine. Lors d'une opération menée le 25 avril, l'Ukraine a frappé l'aérodrome de Chagol, dans la lointaine région de Tcheliabinsk. Les cibles étaient jusqu'à 4 avions de chasse, dont 2 chasseurs furtifs, Su-57, censés être la réponse de la Russie aux avions américains, comme le Fin-2 et le F-35. Le Su-57 est ce que la Russie a de mieux à offrir. Maintenant, 2 d'entre eux brûlent au sol sur une base aérienne située à 1700 km, soit 1056 milles de l'Ukraine. Il est difficile de vendre le meilleur au monde quand la démonstration du produit se termine avec l'appareil stationné, en flammes et indisponible pour les questions de suivi. Ensuite, l'attention s'est de nouveau tournée vers l'intérieur de la Russie. Dans la région frontalière de Bryansk, les drones ukrainiens se sont abattus sur l'usine Strela le 1er avril.
Cette usine est responsable de la fabrication de composants que la Russie intègre à ses missiles de croisière et, selon le ministère ukrainien de la Défense, elle a rempli 120 contrats gouvernementaux pour répondre aux besoins de l'industrie de défense russe. Cette frappe était un exemple classique de sélection minutieuse d'une cible par l'Ukraine afin de causer le maximum de dommages possibles à la stratégie de Poutine, qui consiste à lancer des missiles à longue portée contre l'Ukraine. En avril seulement, la Russie a tiré 141 missiles de différents types vers l'Ukraine, ainsi que 663 drones. La Russie a battu son record mensuel de frappes aériennes en avril. Le fait que l'Ukraine neutralise des installations comme l'usine Strela signifie que la Russie a du mal à reconstituer ses stocks de missiles. En direction de Taganrog, dans la région de Rostov, l'Ukraine a frappé l'usine Atlan Aero le 19 avril. Cette fois, c'est la marine ukrainienne qui s'est illustrée en lançant des missiles Neptune contre une usine responsable de l'ensemble du cycle de production des drones d'attaque et de reconnaissance Molniya que les forces russes utilisent sur les lignes de front. Atlan Aero fabrique aussi des composants utilisés dans le drone Orion, ainsi que des composants utilisés dans les missiles Kh-50 et les bombes aériennes guidées KAB 2.0. La Russie a signalé un incendie dans la zone des entrepôts de l'immense usine, et elle n'a même pas pu ressortir son excuse habituelle des débris de drones, puisque l'utilisation du missile Neptune était impossible à nier. C'est toujours gênant pour la machine à communication. Les débris sont plus faciles à accuser quand le missile n'arrive pas avec une adresse de retour. La dernière étape, c'est la flotte de la mer Noire. L'Ukraine a attaqué cette flotte avec acharnement en avril, mettant hors service encore plus de navires, de guerre et de bâtiments appartenant à une flotte qui avait déjà été forcée de se retirer aussi loin que possible de l'Ukraine. La retraite n'a pas fonctionné. En avril, l'Ukraine a neutralisé le projet 775 Yamal et le projet 1160 et 11 Nikolai Filchenkov, deux navires de débarquement d'une valeur combinée de 150 millions de dollars. L'Ukraine a frappé les deux navires à deux reprises, les touchant le 20 avril puis encore le 26 avril. Toujours le 26 avril, l'Ukraine a neutralisé l'Ivan Kurs, qui est un centre de reconnaissance radio, et elle a frappé un centre d'entraînement de la flotte de la mer Noire. La frégate projet 1356R Burevestnik a aussi été victime des attaques dévastatrices ukrainiennes à longue portée. Frapper ce navire de guerre a permis à l'Ukraine de porter un autre coup à la stratégie de Poutine axée sur les missiles, puisque le Burevestnik peut être équipé de missiles de croisière Kalibr que la Russie lance régulièrement contre l'Ukraine. Dans le détroit de Kertch, l'Ukraine a neutralisé deux patrouilleurs qui protégeaient le pont de Kertch, l'artère majeure reliant la Crimée occupée au territoire russe. Cette frappe pourrait avoir ouvert la voie à de futures attaques contre le pont dans le cadre de la stratégie ukrainienne de libération de la Crimée. Enfin, le 22 avril, l'Ukraine a endommagé le kiosque d'un navire de patrouille frontalière du FSB dans la région de Sébastopol, en Crimée. De l'Oural à la Crimée, l'Ukraine n'a pas déçu. L'Ukraine n'avait jamais réalisé de destruction à longue portée du niveau observé en avril. Des raffineries et des centres d'exportation pétrolière ont été réduits en cendres, ce qui a eu un effet massif sur les exportations de pétrole russe. Des centaines de millions de dollars d'équipements militaires sont partis en fumée, dont une grande partie que la Russie ne pourra pas remplacer. Les navires que l'Ukraine a frappés en particulier resteront hors service pendant longtemps, alors que l'industrie navale russe s'effondre sous l'effet des sanctions. Des usines de missiles ont été détruites, des pétroliers de la flotte fantôme ont été ciblés, et l'Ukraine a même étendu sa stratégie centrée sur le pétrole à une nouvelle partie de la chaîne d'approvisionnement, alors que la mer Caspienne est devenue une cible. Les drones ukrainiens à longue portée volent plus loin que jamais, et le fait qu'ils obtiennent autant de succès montre que les défenses aériennes russes sont plus étirées qu'un short moulant porté par un hippopotame. Même le scénario d'homme, fort le plus théâtral, a du mal à couvrir un ciel aussi rempli de drones sans réponse. Il serait maintenant logique de penser que si l'Ukraine consacre autant d'énergie à ses frappes à longue portée, elle ralentit ailleurs. Peut être que la zone russe de moyenne portée a eu droit à un petit répit en avril, ou que moins de pions de Poutine se sont fait détruire par les drones FPV ukrainiens sur le front. Pas du tout. Au contraire, l'Ukraine a intensifié ses actions dans ces deux domaines également.
Sur le front de la moyenne portée, le ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov, affirme que l'Ukraine a doublé le nombre de frappes menées dans la portée de 20 à 150 km, soit de 12, 4 à 4, 23, 2000. Le nombre de frappes d'avril dans cette catégorie était 2 fois plus élevé qu'en mars et 4 fois plus élevé que ce que l'Ukraine avait lancé dans l'arrière-proche russe en février. Ce que fait l'Ukraine avec ce type d'attaque, c'est briser les systèmes de soutien qui aident la Russie à maintenir ses assauts sur le front. Les centres de commandement sont neutralisés. Les lignes logistiques et d'approvisionnement sont détruites, tout comme les concentrations de troupes et les installations de stockage. Chaque attaque réussie à moyenne portée affaiblit la puissance russe sur le front. Et lorsque l'Ukraine cible les défenses aériennes dans ces régions occupées, elle ouvre aussi des corridors aériens qu'elle peut utiliser pour mener davantage d'assauts aériens, soit dans l'arrière proche, soit plus profondément en Russie. Et les soldats russes sur la ligne de front ont passé un très mauvais mois. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la Russie a subi 35 000 pertes massives en avril, alors même que l'Ukraine doublait son volume de frappe à moyenne portée et frappait la Russie elle-même plus durement que jamais. C'est à peu près le même nombre de Russes tués ou blessés qu'en mars, et cela signifie que l'approche de l'Ukraine fonctionne. Plus elle frappe la Russie à l'arrière, plus les soldats de Poutine deviennent faibles. Il ne semble pas que l'Ukraine ait tout à fait dépassé le nombre de pertes qu'elle avait infligé à la Russie en mars, qui avait atteint le record de 351. Mais elle s'en est approchée et avril a égalé son précédent record de 35 000 pertes infligées en décembre. L'Ukraine rapporte également qu'avril marque le 5e mois consécutif où la Russie a perdu plus de soldats sur le champ de bataille qu'elle n'a réussi à en recruter dans l'armée de Poutine. Les frappes de drones ukrainiennes à elles seules ont coûté 156 735 soldats à la Russie entre décembre et avril, selon Unaison 24 Médias. La Russie a recruté 148 400 soldats pendant la même période. Et il y aura eu davantage de pertes russes. Celles qui viennent d'être mentionnées sont celles que l'Ukraine peut vérifier à partir des images de drones captées par les armes mêmes qui infligent ces pertes. Ajoutez à cela les frappes d'artillerie et les attaques qui ne sont pas enregistrées et le taux de perte russe sur 5 mois dépasse probablement facilement 160 000. Où que Poutine regarde, il n'y a aucun répit. L'Ukraine ne fait pas qu'intensifier sa campagne à longue portée. Elle monte en puissance sur tous les fronts et la Russie n'a tout simplement aucune réponse. C'est ici que le fantasme habituel d'un accord en 24 heures se heurte au monde moins glamour du carburant, des usines, des défenses aériennes et des bilans de pertes. C'est terminé pour la Russie maintenant. Avril a été le mois le plus cruel et le plus dévastateur de pertes et de destruction que l'Ukraine ait infligé à la machine de guerre de Poutine. Mais alors qu'il tremble dans un bunker caché quelque part loin du Kremlin, Poutine connaîtra un fait incontournable. Les choses ne feront qu'empirer pour la Russie. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.